3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Taïeb est avec nous, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Didier Borowski nous accompagne également, le responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute. Bonsoir Didier. Bonsoir Grégoire. Et Bastien Dru à nos côtés également. Bonsoir Bastien, ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche chez CPR Asset Management. Je le disais en introduction, on a eu les investisseurs ont pris connaissance des dernières données américaines clés avant la réunion de la Fed la semaine prochaine. Bastien, quelle va être un peu la balance des risques que va observer et constater la Réserve fédérale américaine entre les données d'activité, les données de prix et d'inflation? Et qu'est-ce qui peut bouger ou non dans le discours de la Fed la semaine prochaine? C'est une vaste question. Oui. Mais là, on est obligé de reconnaître cette semaine que les chiffres d'inflation étaient un petit peu au-dessus de ce qui était attendu, que ce soit pour les prix à la consommation ou tout à l'heure les prix à la production, qui vont faire que le corps PCE, qui est la variable d'inflation qui est suivie par la Fed, va peut-être rester où elle est pour le mois de février. Donc elle était à 2,8% en glissement annuel en janvier, et elle va peut-être y rester. Donc c'est quand même une petite probabilité pour que ça passe à 2,7. Mais voilà, c'est pas une grande probabilité, et donc un peu moins de progrès sur le front de l'inflation, ce qui a amené des changements d'anticipation de marché sur ce que justement la Fed va faire. Donc il y a moins de baisses de taux qui sont anticipées. Mais ce qui est assez frappant, je dirais quand même, sur les derniers jours, peut-être sur les 2 dernières semaines, c'est que du côté de l'activité, on a des données qui sont un peu moins bonnes que prévues. C'est-à-dire ce qu'on a pu voir. Par exemple, aujourd'hui, on a les ventes au détail. Donc, les ventes au détail qui sont sorties en dessous des attentes. Le chiffre en lui-même n'était pas forcément mauvais aujourd'hui, donc il y avait un petit rebond en février. Mais il y a eu des révisions des mois précédents, notamment pour le mois de janvier, où là, on a une très forte révision. Le chiffre pour le mois de janvier, c'est le plus mauvais depuis un an. Ouais, il pèse de plus de 1%. Oui, il pèse de plus de 1% en janvier. Et sur les 5 derniers mois, il y a quand même 4 mois de contraction des ventes au détail réelles. Ce qui fait que la consommation commence assez mal l'année aux États-Unis. Donc là, les chiffres ne sont pas forcément très bons. Et puis après, il y a le job report de la semaine dernière, dont on peut discuter. Ça, c'est votre sujet, mais allez-y. Pendant des heures. Parce que c'est un job report qui est très compliqué à lire et à comprendre. En ce moment, les statistiques de l'emploi sont très difficiles à lire aux États-Unis, et en particulier le rapport sur l'emploi. Le rapport sur l'emploi, il y a 2 enquêtes. Il y a une enquête auprès des entreprises, il y a une enquête auprès des ménages. Pour schématiser, pour caricaturer, il y en a une qui reste à peu près bonne, et l'autre qui devient franchement mauvaise, l'enquête auprès des ménages. Là, ce qui me frappe, c'est l'écart entre les deux. L'écart, il est extrêmement fort. Sur les 3 derniers mois, l'enquête entreprise dit qu'il y a eu 700 000 emplois créés. Sur l'enquête aux ménages, le nombre de personnes qui se disent employées a baissé de 900 000. Et un tel écart, dont j'ai vérifié, ça n'arrivait qu'une fois dans l'histoire. Ça arrivait en avril-mai 2020, au pire de la crise Covid, au moment énorme bruit statistique, où les statistiques ne voulaient pas dire grand-chose. Mais sinon, depuis la Seconde Guerre mondiale, un tel écart entre les 2 enquêtes n'est jamais arrivé. Donc, qui a le bon signal? Alors, comme d'habitude, les économistes disent c'est entre les deux, mais je pense qu'il y a quand même des raisons de penser que c'est un peu plus vers l'enquête ménage. Ça se discute, on pourra en discuter après. Pourquoi je dis ça? Il y a peut-être une raison pour laquelle les créations d'emplois, donc dans l'enquête auprès des entreprises, les créations d'emplois sont peut-être surestimées, parce que il y a eu une explosion des créations d'emplois sur les 2 dernières années, avec des auto-entrepreneurs. Et vraiment, c'est très significatif par rapport à toutes les années précédentes. Et ce que fait le BLS, c'est l'institution de travail, le bureau du travail, aux États-Unis, statistiques du travail, c'est de faire l'hypothèse que les entreprises créées cette année créeront autant d'emplois que sur les années précédentes. Alors qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneuriat, et vraisemblablement, il y a une surestimation du nombre de créations d'emplois. Et ça, je commence à y croire de plus en plus à cette histoire. J'ai vu, par exemple, que
que cette semaine, il y a, pour l'État de Californie, par exemple, il y a eu des révisions massives des créations d'emplois, parce que le Job Report sort tous les mois, mais la réalité, on la connaît souvent un an après. C'est un des chiffres les plus révisés de la planète. Donc on connaît la réalité très très longtemps après. Et là, ce qui vient de sortir, par exemple, pour l'État de Californie, c'était que on pensait jusqu'à maintenant qu'entre septembre 2012 et septembre 2022 et septembre 2023, il y avait eu 325 000 créations d'emplois. Ça a été révisé à 50 000. D'accord. Donc en gros, on pensait qu'il y avait vraiment beaucoup de créations d'emplois. Ça change un peu l'histoire, effectivement. L'histoire, elle change complètement, quoi. Donc en fait... Et cette divergence, la Fed va y être attentive, vous dites. C'est le moment où la Fed peut être attentive à ce genre de signaux un peu divergents. Je pense de plus en plus, mais jusqu'à maintenant, la Fed, elle était un peu dans l'obligation, de toute façon, de regarder les deux et de dire, si on regarde les créations d'emplois, il y en a, elles ne sont pas mauvaises quand on regarde le chiffre en lui-même. Et je pense que de plus en plus, on va devoir les membres du FOMC vont devoir s'orienter vers une autre lecture peut-être du marché du travail. Didier, est-ce que ce que vous observez et constatez de la dynamique conjoncturelle de l'économie américaine sur l'activité, sur les prix, est-ce que ça reste consistant avec l'idée que la Fed pourra baisser ses taux une première fois, dans la deuxième partie de cette année ou en fin de première partie de cette année au mois de juin, ça me paraît même hautement probable. Hautement probable. Hautement probable, et pour les raisons que Bastien vient d'évoquer, c'est-à-dire que l'inflation, au jour d'aujourd'hui, d'abord, le taux, il est très au-dessus du taux neutre. Alors, on peut discuter du niveau du taux neutre, mais je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'on est avec des conditions monétaires qui sont objectivement restrictives, si on compare à un taux neutre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'inflation, elle est un peu plus élevée, en effet, et ça a été dit, que ce qui était prévu. Ceci dit, la tendance, elle est à la désinflation. Et le niveau d'inflation aujourd'hui ne nécessite pas d'avoir des taux réels aussi élevés. Ça, c'est un premier élément. Et puis, l'autre élément très important, c'est ces signes de tassement du côté de la consommation des ménages. L'énigme, c'était le second semestre de l'année dernière. Il faut être clair. Personne, il y a un an, n'a vu venir le second semestre de l'année dernière. Le T2, y compris d'ailleurs si vous en inclut le T2, c'est-à-dire qu'une croissance très au-dessus du potentiel de l'économie américaine. Donc le fait qu'on ait enfin le ralentissement de la consommation sur lequel on tablait plus tôt, ce serait assez naturel. Qu'on ait de façon associée un marché du travail qui se porte un peu moins bien, ce serait aussi de façon... Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une récession qui arrive, ça veut dire qu'il faut se préparer à une période où l'économie américaine va sans doute, après une année exceptionnellement forte en termes d'activité, connaître une croissance très en deçà du potentiel cette année. Donc il y a toujours l'idée d'un atterrissage. Parce que le débat du moment, c'est plus hard ou soft landing, c'est soft landing ou no landing. Oui, alors, non, mais il y a ce que j'appelle une querelle des narratifs sur l'économie américaine, parce que personne ne sait exactement ce qu'est la croissance potentielle. On a des estimations. Non. Il y a un grand débat sur la productivité, on pourra revenir dessus, mais il y a un grand débat sur les raisons de l'accélération de la productivité aux États-Unis. Et selon les hypothèses qu'on fait sur la productivité dans les années qui viennent, si elle se stabilise à un niveau plus élevé que sur les 20 ou 25 dernières années, ou si elle retombe sur sa moyenne historique, on n'a pas du tout la même vision de ce que doit être la bonne politique monétaire, des marges de manœuvre de la Banque centrale, etc. Donc je crois qu'il faut raison garder sur ça. Il y a en effet des divergences de vues, notamment sur les implications de l'intelligence artificielle dans les années qui viennent. Je pense que la Réserve fédérale n'a pas de doctrine dans la matière. Elle va être extrêmement attentiste et regarder ce qui se passe en termes pratiques. Parce que s'il y a une variable qu'on ne sait pas prévoir, je crois qu'il faut être vraiment... C'est la productivité. Oui. La productivité, c'est la bête noire des économistes. C'est déjà un cauchemar à calculer, alors à prédire... Il y a des biais de calcul. Il y a des biais de calcul. Elle n'a jamais été prévue. Oui. Les phases de ralentissement et d'accélération n'ont jamais été prévues. Et donc, il faut être modeste par rapport à cette productivité. Mais on observe quand même les tendances. Après, on arrive à raconter des histoires. Alors, je vais prendre un exemple. Il y a sur la productivité, et ça reboucle complètement avec l'idée aussi des marges de manœuvre de la politique monétaire. Parce que si on adhère à l'idée que la productivité va rester élevée, quand bien même il y aura un ralentissement de l'activité économique, ça veut dire qu'on peut avoir plus de désinflation à salaire qui ne ralentissent pas tellement, et plus de désinflation induite parce que les coûts salariaux unitaires seraient bien contenus, ça veut dire peut-être plus de marge de manœuvre pour revenir à un taux neutre qui, soit dit en passant, est peut-être plus élevé que le taux neutre. Plus de potentiel, bien sûr. Que le taux neutre que les investisseurs, les agents ont en tête. Donc l'idée qu'il y a sur la productivité, c'est qu'on est peut-être face à une courbe en J sur la productivité qui est renseignée par des chercheurs américains. C'est que quand on a des vagues de progrès technique, dans un premier temps, on les mesure très mal. On mobilise des facteurs de production. On n'a pas de production. C'est intangible dans un premier temps, l'output. Et dans ces conditions, on a dans un premier temps une chute de la productivité. Et ensuite,
on commence à voir les gains de productivité. C'était ce qu'on a vu au début des années 90, milieu des années 90, avec le fameux paradoxe de Solow, beaucoup d'investissements, pas de productivité, et puis la surprise des gains de productivité. On a des ordinateurs partout, mais on ne le retrouve pas dans les chiffres agrégés de la productivité. Et là, c'est un peu... On peut peut-être... En tout cas, on ne peut pas exclure cette hypothèse qu'on soit face à une courbe en J, où dans un premier temps, on a eu 2021-2022, alors il y a des effets Covid aussi, mais on a eu des efforts de restructuration dans certaines entreprises, et on commence à en voir les bénéfices induits d'une adaptation à des chocs technologiques nouveaux, etc. Et si tel est le cas, on peut très bien avoir une jambe qui dure. Alors, on pourrait surestimer les gains de productivité à court terme, mais on pourrait quand même avoir une jambe de productivité qui surprenne à la hausse et qui change la donne dans l'équation macro et du côté de la politique. Ce qu'on voit sur quelques trimestres aujourd'hui en termes de gains de productivité et uniquement aux États-Unis, Didier. Il y a peut-être quelque chose. Non, mais c'est un signal. On est tenté effectivement d'en faire un signal un peu plus qu'un signal faible, où ça reste, comme vous dites, c'est le cauchemar des économistes, la productivité, etc. 2-3 trimestres font pas une tendance. C'est vrai, mais je crois comme on a pu l'observer dans les années 90. Il faut prêter attention à ce qu'il advient de cette courbe en J dans les grands chocs technologiques, parce que c'est un des grands chocs technologiques qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. Et force est de reconnaître qu'on ne peut pas complètement exclure l'hypothèse qu'on soit face à une courbe en J avec des pertes et maintenant des gains qui rattrapent ces pertes de productivité qu'on avait vues. Et ça changerait radicalement la donne. Mais on ne peut pas conclure définitivement là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle on navigue à vue, les banques centrales naviguent à vue et vont agir sans doute de façon très précautionneuse. Mais oui, pour répondre à la question, une baisse des taux en juin, elle serait légitime, compte tenu de ce qu'on a dit. Elle pourrait être justifiée. Elle pourrait être justifiée. Ça ne veut pas dire que la Fed baissera très agressivement ses taux d'ici la fin de l'année. Nous, on anticipe moins 100 points de base, mais la Réserve fédérale va se laisser des marges de manœuvre pour pouvoir juger au fil du temps si ces hypothèses sont satisfaites. Dans cette querelle des narratifs, j'aime bien l'expression de Didier, c'est que joue le marché aujourd'hui, Alexandre, et effectivement, dans le narratif macro, qu'est-ce que vous retenez, vous, et qu'est-ce qui pourrait être la décision de la Fed, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais effectivement au cours des prochains meetings, et notamment du meeting du mois de juin, qui semble être le point de rendez-vous donné à tout le monde. En général, j'essaie de regarder les composants de l'inflation, que ce soit les prix à la production, les prix à la consommation. Là où la politique monétaire de la Fed doit avoir un effet, c'est sur l'immobilier. Et pour l'instant, on le voit, cet effet. Le problème, c'est qu'il y a une inertie qui est très très forte. Donc on a commencé une tendance de baisse sur les prix de l'immobilier, mais elle est longue à se mettre en place. Donc elle continue de soutenir l'inflation. Et on le voit sur la composante shelter, finalement, on a une croissance des prix qui est en ralentissement, mais on est passé de plus 6 à plus 5,70. Donc c'est long à se mettre en place. Sur les prix à la production d'aujourd'hui, finalement, la composante qui tire les prix à la production vers le haut, la Fed ne peut pas y faire grand-chose, c'est les coûts de l'énergie. Donc là, elle peut monter les taux autant qu'elle veut, de toute façon, ça ne bougera pas. Et d'ailleurs, on le voit sur le prix des matières premières, le Brent qui essaye de repasser les $85. Ça commence à bouger. Ça commence un petit peu à bouger. Et typiquement, un risque dont on parlait beaucoup en 2022 et dont on parle un peu moins aujourd'hui, c'est la Russie, que je regarde toujours avec une grande attention. Ensuite, sur la partie Fed, sur la décision de la Fed, oui, comme le disait très bien Didier, le simple niveau des taux directeur à 5,5 justifie qu'elle envoie un message de je réduis de 25 points de base parce que l'inflation a ralenti, même si je ne suis pas encore à mon objectif. Je sais que j'ai un effet qui va se mettre en place dans le futur sur l'immobilier. J'ai globalement un marché du travail qui a tendance à se desserrer, même si c'est progressif. Donc, elle a la voie pour le faire. Il aura plus de confiance la semaine prochaine, Jérôme Powell, que ce qu'il n'avait à l'occasion du meeting précédent de fin janvier, ou de son témoignage au Congrès. Son témoignage au Congrès. Je sais pas, peut-être qu'il y aura une phrase de différente qui va être soulignée par tous les observateurs. Dans la dynamique de la confiance, il aura gagné un peu plus en confiance par rapport au Normalement, je pense qu'il a un peu plus de place avec ces derniers indicateurs qui viennent de sortir. Maintenant, ce qu'il faut voir, et ceux qui ont tendance à dire il n'y a pas d'urgence à baisser les taux, je suis totalement d'accord avec eux, il n'y a pas d'urgence à le faire aujourd'hui, mais je pense que la Fed va vouloir le faire en partie en préventif. En revanche, là où ce serait une erreur, c'est de rentrer, pour moi, dans un cycle de baisse de taux dès le mois de juin, parce que c'est absolument pas nécessaire. Et je pense que c'est là où certains observateurs mettent le haut là en disant attention, c'est trop tôt. Effectivement, je suis d'accord, il n'y a pas besoin de le faire. Donc 25 points de base et une pause en attendant de voir si la tendance se poursuit, finalement de faire ce qu'on dit, d'être data dependent, ça me paraît être le plus logique.
Et c'est facile d'expliquer au marché qu'on va faire une baisse de taux, mais que ce ne sera pas un cycle de baisse de taux. Parce que le marché, lui, il factorise beaucoup de choses. Quand la Banque centrale commence à baisser ses taux, tout le monde sait qu'il y en aura d'autres, que ça peut aller loin, plus vite que ce qu'on imagine, etc. J'ai entendu ça de nombreuses fois depuis qu'on discute du pivot et des baisses de taux. J'aimerais que ce soit le centre de son discours de la semaine prochaine. Et en fait, il commence un petit peu à le faire. Comment on va communiquer cette baisse de taux? Est-ce qu'elle revêt au marché? Là, si on se rappelle de ce qu'a dit Bostich de la Fed, c'est un cut et une pause, c'est clair. Et Powell, il dit la bonne santé de l'économie nous permet d'appréhender cette problématique de manière prudente. Il commence à préparer le terrain, donc j'aimerais bien qu'il insiste là-dessus au prochain meeting. Juin, c'est un rendez-vous pour tout le monde, pour la Fed et la BCE. Ça semble être ce que le marché nous dit aujourd'hui. Bastien, est-ce qu'il y a des raisons, ou pour quelles raisons est-ce que ce calendrier pourrait se désynchroniser? Se désynchroniser? Oui. Bon, pour l'instant, il est bien synchronisé quand même. C'est pour ça. Pour quelles raisons? C'est difficile à dire. Je vois pas pourquoi soudainement la BCE accélérerait. Donc là, ils ont quand même la semaine dernière, Christine Lagarde a quand même bien télégraphié. C'est bien signalé là. Oui. La date de juin, le Conseil des gouverneurs de juin. Donc ça serait quand même un peu contre-productif, disons. Quelques jours après, de revenir sur cette communication, et je ne pense pas que dans les chiffres qu'on va avoir, il y ait de quoi accélérer le calendrier de baisse de taux, quoi. Donc là, quand on regarde, parce qu'ils disent qu'ils regardent les salaires avant tout, c'est le dernier frein avant les baisses de taux, quand on regarde le wedge tracker de Indeed, on ne voit pas une décélération des salaires qui soit si forte que ça, quoi. Donc je ne pense pas que quand ils regardent ce type d'indicateur, ils se disent il faut qu'on se dépêche pour accélérer. Et puis de toute façon, l'économie européenne a finalement relativement bien tenu le choc, dans le sens où il n'y a pas eu de contraction d'activité très substantielle. On flirte avec le zéro en termes d'activité. Le marché du travail, il a très bien. Programme d'investissement, on retarde quand même le redémarrage d'une dynamique économique privée que beaucoup d'acteurs privés aimeraient quand même pouvoir supporter. Mais c'est pas dans le mandat forcément de la BCE, quoi. Donc là, la BCE, elle, son mandat premier, rappelons-le, c'est la stabilité des prix, et puis tout le reste vient ensuite, quoi. Donc il y a d'autres choses qui peuvent entrer dans son mandat, mais ça vient ensuite. Et donc là, pour le moment, il reste cantonné à ces indicateurs d'inflation, inflation sous-jacente, de salaire, voire de marché du travail, quand on parle de création d'emplois, par exemple. Et tout ça ne justifie pas du tout d'accélération du calendrier de baisse de taux de la BCE. Alors après, on entend certains membres du Conseil des gouverneurs qui font des petites sorties, qui évoquent le meeting la réunion d'avril, mais visiblement c'est pour des mauvaises raisons. C'est pour mieux garantir le mois de juin, quoi. Voilà, c'est pour des mauvaises raisons. C'est pour s'assurer que ça se fera au mois de juin. Alors, j'ai entendu qu'il y avait aussi l'argument de la fierté de précéder la Fed. Ça, j'ai entendu ça. Je me dis, bon, là, si on en arrive là, c'est vraiment qu'on sort complètement du cadre, quoi. Même s'ils maintiennent en juin. Oui, voilà, c'est le 6 juin. Oui, ça compte pas, ça. C'est le même mois. Oui, voilà. Que ce soit un mois, d'accord, en décalage de meeting. Bon, je sais pas s'il y a un commentaire à rajouter là-dessus, Didier. Non, je dirais qu'il y a un élément qu'il faut quand même répéter, c'est les coûts salariaux unitaires en zone euro qui ne plaident pas pour une accélération à ce jour de la baisse des taux, parce que c'est ça aussi, il y a une querelle entre les membres de la Banque Centrale Européenne. Certains, à juste titre, regardent les coûts salariaux unitaires qui sont quasiment au plus haut historique. Comme le disait Bastien, il n'y a pas de signe très tangible encore de la baisse des salaires. Et un argument contre la baisse des taux d'intérêt en avril, c'est qu'il va leur falloir voir au moins la statistique du premier trimestre qui sera publiée en avril, pour essayer de voir si ça ralentit un peu plus nettement qu'au quatrième trimestre. Il y a une amorce de baisse, mais enfin c'est très timide. Attendons de voir le T1, et je pense que ça les confortera dans l'idée qu'ils ont une marge de manœuvre pour commencer. Et là encore, commencer à baisser les taux, ça peut être aussi du wait and see après, c'est-à-dire en fonction des données qui tombent. Donc, si on parle d'Europe et on parle de potentiel économique en Europe, au-delà de la conjoncture, où est-ce qu'on en est des réformes structurelles? Il y avait encore une série d'Eurogroupe Ecofin la semaine dernière. On a eu à nouveau des tribunes sur l'union des marchés de capitaux. Je crois que ça a été Bruno Le Maire il y a quelques mois ou quelques semaines, etc. Enfin, on a senti qu'il y avait quand même une volonté ici et là de remettre quand même un peu sur la table certains travaux, j'allais dire en cours, non, même pas, mais qui ont été stoppés, suspendus depuis des années maintenant. Ouais.
Non, alors de ce côté-là, c'est un peu déprimant, parce qu'il y a énormément de bonne volonté, toute l'expertise est sur la table, on répète ad nauseam les nécessités d'avancer dans certaines directions, et notamment dans la mobilisation de l'épargne excédentaire en Europe, parce qu'on a quand même une épargne qui est gigantesque, on n'a pas mangé, et qu'il faut d'urgence pouvoir brancher vers des projets d'investissement. Donc on a un vrai problème de tuyauterie en Europe. Il n'est pas nouveau, il était identifié maintenant depuis 10 à 15 ans, et on ne progresse pas. Donc, vous avez parlé d'un produit d'épargne européen maintenant. Oui, alors ça c'est la proposition qui est très intéressante de Bruno Le Maire qui était il y a quelques semaines, mais là dans le comité de l'Eurogroupe, on n'en parle pas. Il y a l'idée que quelques pays européens pourraient se coaliser autour d'un projet bottom-up où on commencerait à plusieurs pays à créer un produit d'épargne européen et puis qui même me suivent. Oui, c'est ça. Mais on n'en parle plus. Donc peut-être qu'il est en cours de négociation, mais on n'en parle plus dans le comité de l'Eurogroupe. Mais c'est une urgence parce que les problématiques budgétaires sont beaucoup plus importantes que la problématique monétaire aujourd'hui. En Europe comme aux États-Unis, c'est le grand dossier des prochaines années, parce qu'on a des charges d'intérêt qui commencent à grimper. La question de la soutenabilité va se reposer. Oui, inévitablement. On a un nouveau poste qu'on avait oublié, qui s'appelle les charges d'intérêt. À partir du moment où les taux d'intérêt ne reviennent pas au niveau d'avant, progressivement, avec la maturité de la dette, on va voir le poste des charges de la dette commencer à grimper au moment où l'inflation ralentit. Donc ça veut dire qu'on va avoir moins de degrés de liberté en termes de politique budgétaire. Et ça, c'est l'éléphant dans la pièce, pour prendre l'expression anglo-saxonne, bien plus que la politique monétaire. Et ça, l'absence de marge de manœuvre en termes de politique budgétaire, la nécessité de réduire certains postes de dépenses, les besoins d'investissement gigantesques ne pourront pas être adressés par l'argent public. Ça, il faut le marteler. Et donc, ça veut dire qu'il faut immobiliser d'urgence l'épargne privée. J'imagine que c'est compliqué à 3 mois d'une élection majeure en Europe de fixer ou de figer des décisions, de frontrunner des décisions sur le plan politique. Bien sûr, mais c'est toujours compliqué. Mais je sais, on n'aura pas de commission avant le mois de novembre prochain. Et la prochaine commission risque entre les élections de mois de juin et la formation des nouvelles administrations, etc., il n'y a pas de nouvelle commission avant. À la limite, moi j'utiliserais l'argument inverse. C'est compte tenu de l'incertitude politique, il faudrait que les États européens accélèrent très vite le calendrier pour annoncer des choses qui soient crédibles. Malheureusement, le diagnostic est là, les rapports et l'expertise sont là. Je veux dire, tout a été écrit et réécrit et réécrit. Et en dépit de cela, on ne le voit pas. C'est le plan d'action qui manque. Le plan d'action crédible qui permette de se dire que les 10 000 milliards d'euros qui dorment sur les comptes bancaires, comme le disait Bruno Le Maire il y a peu de temps, soient enfin canalisés vers des projets d'investissement. Parce que c'est ça qui va être le nerf de la guerre pour le financement, de l'intelligence artificielle, de ce qu'on veut faire en intelligence de l'écosystème qu'on veut créer côté de l'intelligence artificielle et du financement de la transition énergétique dans une période où la politique budgétaire va être sous contrainte. Je crois que c'est trop tard pour accélérer le calendrier. On est dans la campagne cette fois et c'est la campagne politique et c'est plus le temps des éléments techniques et structurels. Venons-en au marché, Alexandre. Qu'est-ce qui peut... déjà, comment vous comprenez... effectivement, la dynamique des actifs risqués, des marchés actions, c'est 17 records en 11 semaines pour le S&P 500. Alors évidemment, quand on est au sommet, chaque avancée supplémentaire est un nouveau record. Donc là, on est dans l'ambiance record, mais c'est assez partagé. On le voit au Japon, on le voit en Europe, sur les grands indices boursiers, aux États-Unis également. Qu'est-ce qui peut éventuellement contrarier cette dynamique à ce stade, si c'est la question qu'il faut se poser ? On le voit, il y a des mauvaises nouvelles économiques qui peuvent contrarier clairement cette tendance. Après, on a quand même un marché, notamment aux États-Unis, il ne faut pas l'oublier, qui est un petit peu, je vais dire même plus que jamais, possédé par le retail, par les investisseurs particuliers. Et les investisseurs particuliers, mais comme beaucoup d'investisseurs, achètent ce qui monte. Donc on se retrouve avec des valeurs qui ne font que monter tous les jours. Jusqu'au jour où ce groupe d'investisseurs décide de prendre les profits. Donc ça peut être aussi simple que ça. C'est un début de prise de profit qui commence à faire dérailler le marché, tout simplement. Vous ajoutez à ça une semi-mauvaise nouvelle économique comme on a pu avoir aujourd'hui, et vous avez un marché qui baisse. Donc ça, c'est une possibilité. Mais faute de nouvelles économiques, le marché continue de progresser. Enfin, globalement, tout va bien. La croissance économique se porte bien, plus aux États-Unis qu'en Europe, mais on l'a très bien dit, l'Europe a plutôt bien tenu. Donc, il n'y a pas de gros nuages à l'horizon qui ferait qu'on devrait sortir de toute urgence. Ensuite, il y a quand même différentes strates, et c'est assez rigolo, assez intéressant à regarder. Typiquement, aujourd'hui, dans un marché qui baisse, les fameux GAFA, qui sous-performaient depuis le début d'année. On se disait, enfin, ça y est, c'est le broadening, on va pouvoir faire du stock picking. La diffusion, ça se diffuse. Aujourd'hui, ils surperforment. Donc, en fait, ça devient des valeurs défensives, ce qui est quand même très, très paradoxal à dire. Et donc, en fait, on a, je pense, une tendance et des choses à aller chercher dans les différents marchés
qui sont intéressantes. Typiquement, vous avez parlé du Japon. Sur le Japon, oui, on est à un nouveau record, mais en termes de valorisation, on n'est pas si cher que ça. Et deux, il y a quand même beaucoup de valeurs qui sont en retard et qui sont très intéressantes. En Europe, l'Eurostoxx, on est à 14 de PE. On n'est pas très cher. Par rapport à la moyenne historique, on n'est pas très cher. Donc, aux États-Unis, il y a quelques valeurs qui ont tiré comme ça pendant fin 2022, 2023 et même début 2024 le marché. Mais il y a quand même d'autres Mais cette diversification, elle paye ou pas encore ? C'est ma question. Est-ce que la hausse, la participation s'élargit, comme vous disiez ? Est-ce que ça se diffuse ? Est-ce qu'on est payé, récompensé pour aller prendre un peu de risque en dehors, effectivement, quelques top méga cap. Ça commence à se diffuser. On peut prendre quelques exemples. Typiquement, je parlais des GAFA depuis le début de l'année, enfin, sur les Magnificent Seven, pardon. Oui, vous dites encore les GAFA. Oui. C'est un peu les GAFA, c'est parce que je prends les 4. Ah oui, c'est je prends les 4. On va peut-être revenir des 7 aux 4. Voilà. Donc sur les Magnificent Seven, il n'y en a que 2 qui surperforment depuis le début de l'année. Mais par contre, il y a le reste des valeurs technologiques américaines qui surperforment très bien, qui font de très bonnes performances. Typiquement, une entreprise comme Salesforce, qui n'est pas dans ces Magnificent Seven, se débrouille très bien. Pareil au Japon. Alors maintenant, chaque groupe de valeurs a un nom de boys band. Les 7 samouraïs, Sony, ça sous-performe. Nintendo, ça sous-performe. Donc, il y a d'autres valeurs à aller chercher. En Europe, on a une diversification. On pense au luxe, mais il n'y a pas que le luxe. Sur la santé, ça continue de fonctionner. L'auto, c'est quand même pas mal depuis le début de l'année. Donc, on a pas mal de choses à aller chercher. Uniquement, c'est le petit bémol, en large cap aujourd'hui. Alors, c'est ça. Donc, le facteur taille est encore très discriminant. Le facteur taille est encore très discriminant. Et alors, je n'ai pas la réponse, peut-être que mes camarades l'ont, à la question qu'est-ce qu'il faut pour que les small caps surperforment enfin, ne serait-ce qu'un petit peu. Ça peut être des baisses de taux dans un contexte économique relativement favorable. Mais pour l'instant, à moins de leur trouver un petit groupe avec un petit nom sympa. Oui, c'est provoquer le destin. 7 samouraïs, 7 magnifiques, etc. Il faut provoquer le destin avec un nouveau nom. Ouais, c'est ça, oui. Et sur les small caps, ça finira par redémarrer, mais je crois que c'est encore difficile de voir une surperformance des small caps tant qu'on n'a pas une vraie reprise de l'économie, quoi. Donc, personnellement, les chiffres de croissance, j'y crois pas du tout aux États-Unis. On a déjà parlé sur ce plateau du fait que l'activité économique progresse moins vite que ce qu'indique le PIB. Il faut regarder le revenu intérieur brut. Les ISM sont pas cohérents avec les chiffres de croissance qu'on voit. Enfin, bref. Tant qu'on n'aura pas un vrai redémarrage de l'activité économique, on aura vraiment beaucoup de mal à avoir une surperformance des small caps aux États-Unis, quoi. Ce que je pourrais dire aussi là-dessus, c'est que oui, au bout d'un moment, le fait que la Fed baisse ses taux, ça pourra évidemment aider les petites entreprises. Mais quand on regarde, par exemple, l'enquête NFIB qui est sortie cette semaine, le moral des patrons de PME. Voilà, le moral des patrons de PME. Il y a une petite question dedans qui est quel taux d'intérêt vous payez sur vos prêts de court terme. On reste sur du 8 à 9%. Donc, et même si... C'est pas 25 points de base. Voilà, et même si la Fed baissait de 25 points de base et les charges d'intérêt ont dû monter pour ces entreprises-là en particulier. Enfin, toutes les entreprises n'ont pas la même structure d'endettement, ça c'est très très clair. Et puis le cash détenu n'est pas le même entre les large caps dont on parlait tout à l'heure et puis les PME. Et, enfin, on va dire les small caps, quoi, les petites entreprises. Et donc, dans ce contexte-là, c'est difficile d'attendre un vrai redémarrage quand même des small caps, quoi. Et puis, juste pour terminer, et après je te laisse la parole, c'est pour avoir un vrai redémarrage aussi de l'activité aux États-Unis, il faudrait qu'on retrouve du crédit bancaire. Et là, le crédit bancaire aux entreprises, en général, il fait 0 depuis plus d'1 an maintenant. Et on ne voit pas du tout... Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de demande ou parce que l'offre est trop... Parce qu'il y a un peu des deux, quoi. Trop peu intéressante. Parce qu'il y a des conditions de crédit qui ont été resserrées, et puis aussi parce qu'il n'y a pas de demande, tout simplement. Et donc, les deux font que, on a des stocks de crédit bancaire aux entreprises aux États-Unis qui font 0 depuis maintenant plus d'1 an, et on ne voit vraiment pas de redémarrage de ça. Et tant qu'on n'a pas un vrai redémarrage du cycle de crédit bancaire, c'est difficile d'attendre que l'activité reparte vraiment
notamment, et donc que les small caps surperforment. C'est une séquence. Il y a une séquence oui, à respecter donc pour ça viendra. Small cap. Ça viendra, mais c'est peut-être encore redémarrer. Avec peut-être une divergence États-Unis-Europe, parce qu'aux États-Unis, je pense que les Américains ont mangé leur pain blanc. Ils ont mangé en grande partie leur épargne, même si on a des débats sur le niveau d'épargne qui reste. En Europe, on a toujours beaucoup d'épargne. Et puis, le scénario qui nous paraît le plus raisonnable, c'est celui de voir un lent redémarrage au second semestre et puis l'année prochaine vers soi-disant croissance potentielle entre 1 et 1,5. Donc, si ça s'accompagne de la baisse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, ça peut donner des premiers signes d'espoir sur une petite reprise cyclique. Alors, rien de très fort, mais une petite reprise cyclique. Et compte tenu modulo les valorisations qui sont extrêmement faibles, le risque, il est de plus en plus asymétrique favorablement. C'est-à-dire qu'il y a moins de risques de les voir. Donc, la moindre bonne nouvelle, fondamentalement, est toujours le débat aujourd'hui. Important. Est-ce qu'il est dangereux de se positionner de façon précoce compte tenu du fait que le pire de notre point de vue est quasiment passé sur le cycle européen, même si on n'anticipe pas un redémarrage très marqué, en termes de valorisation, je dirais simplement, il y a un avantage à l'Europe et les small caps européennes peuvent retenir l'attention. L'euro n'est pas cher. Les investisseurs internationaux sont très sous-investis d'actions européennes. Donc il peut y avoir un moment, une fenêtre, un peu plus tard, qui soit bénéfique aux actions européennes. Et il n'y a pas besoin, pour justifier ça, d'un boom en Europe. Ça me paraît être important de le dire. Et en termes de relatif, si on raisonne aussi en termes de valorisation relative, il y a de l'intérêt. Un peu de stockage, de reprise cyclique, une consommation qui tient. Et je dirais un mot de la cote japonaise, parce qu'on a beaucoup parlé des salaires en parler. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose d'important, parce que les salaires négociés au Japon sont finalement assez élevés, ils vont pour la deuxième année consécutive. Donc ça va être très favorable à la demande interne. Et jusqu'à maintenant, la cote japonaise a été beaucoup tirée sur la période récente par l'exportation, par tout ce qui est lié à l'exportation. Et donc là, il y a peut-être une rotation à surveiller sur le domestique japonais, qui lui aussi peut bénéficier du fait qu'avec des pouvoirs d'achat qui est au rendez-vous, on a des salaires réels qui augmentent, enfin, au Japon, ça peut être un facteur de soutien qui fasse redémarrer les valeurs domestiques. Puisque tout le monde découvre ou redécouvre la cote japonaise, Alexandre, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a un tilt plus domestique peut-être pour imaginer la poursuite de la hausse du Nikkei ou des indices japonais? Et puis quand même, il faut qu'on dise un mot de la Banque centrale japonaise qui est attendue. Là aussi, la semaine prochaine avec un meeting. Est-ce qu'un mouvement de la Banque centrale du Japon, comme on n'a plus vu depuis des décennies, c'est-à-dire sortir des taux négatifs déjà et donc monter ses taux d'intérêt jusqu'à zéro, est-ce que c'est quelque chose qui peut contrarier cette espèce de sortie de l'ornière qu'on observe au Japon? Ça peut créer des rotations, effectivement. Ça peut créer des rotations. Et le point sur la rotation, effectivement, de revenir vers des valeurs plus domestiques, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est-à-dire que dans mon allocation japonaise aujourd'hui, je reviens sur des valeurs plus domestiques, typiquement. Ça, c'est le premier point. Sur la Banque du Japon, effectivement, donc il y a les négociations salariales qui sont en cours. On a déjà une petite preview dans les grands groupes type Toyota, Nintendo, etc. C'est quand même des augmentations de salaire de 5 à 10% en moyenne. C'est vraiment pas neutre. En revanche, il faut bien comprendre que 70% de la force de travail au Japon est dans les PME. Donc elles seront probablement moins généreuses que ces grands groupes. Donc en moyenne, on devrait tomber sur 4 à 5%, ce qui risque de ne pas plaire à la Banque du Japon. Donc elle va effectivement annoncer quelque chose de très probable. J'en sais rien, c'est quand même après 30 ans de déflation, peut-être qu'ils peuvent supporter 5% de hausse de salaire. Tout à fait. Mais surtout, en fait, ce qui m'étonne, c'est que le discours depuis le début de l'année... Ça peut être le déclencheur qui permette et autorise finalement la BOJ à sortir de ces taux négatifs. Jusque-là, on avait l'impression qu'ils mettaient en avant plutôt la croissance. Ils surveillaient la croissance. Et puis là, d'un coup, ils se mettent à surveiller l'inflation, à avoir des discours un petit peu restrictifs. Le risque de ça, c'est qu'on voit la macro japonaise qui est un petit peu en train de se tasser. Donc ça, plus le fait que la BOJ soit un peu plus restrictive, il faut bien se rendre compte que la BOJ, elle est à l'envers de toutes les banques centrales. Et pourquoi le Japon a été redécouvert il y a 1 an et demi, 2 ans maximum, c'est au départ que la Chine était devenue ininvestissable. Or, la Chine est dans la dynamique inverse. Une macro qui arrête de se dégrader et une banque centrale qui a la place de détendre sa politique monétaire. Donc en fait, la deuxième rotation, j'en ai bien peur, c'est de prendre du profit. Je pense que le Japon, aujourd'hui, pour la en Chine, partie, est un bon candidat pour prendre du profit et de remettre un petit peu sur la Chine, où un peu comme sur les small caps, le pire a l'air d'être passé. Donc plus domestique au Japon et une partie qu'on peut réallouer peut-être, enfin que les marchés peuvent réallouer. En tout cas, long yen, que ce soit en action ou en devise, me semble pas être un gros risque aujourd'hui. Bon,
l'enjeu pour la BOJ? Est-ce que c'est dès la semaine prochaine déjà, Bastien? Est-ce qu'il y a déjà une communication à avoir? Là, il y a encore eu des fuites aujourd'hui sur le fait que... Donc il prépare quand même le terrain, là. Oui, là, ça commence à faire beaucoup. D'accord. Mais après, que celui qui ne s'est jamais fait prendre à contre-pied par la Banque du Japon, voilà. Oui. Donc oui, effectivement, c'est bien parti pour qu'il sorte des taux négatifs la semaine prochaine. Ce que tu disais, Alexandre, était intéressant sur les 5% de salaire, parce que... ce que disait Ueda, c'est que c'était un cycle vertueux de prix-salaire, alors que nous, avec 5% d'évolution de salaire en Europe, on dit attention, c'est un cycle vicieux, quoi. Donc c'est marrant de voir vraiment l'antagonisme entre la Banque du Japon et toutes les autres banques centrales développées du monde, quoi. Donc oui, il y a de grandes chances qu'ils sortent des taux négatifs la semaine prochaine. Bon, puis s'ils le font pas la semaine prochaine, ça sera en avril. De toute façon, ça va être fait. Et après... ce qu'il faut voir, c'est que la Banque du Japon ne peut pas aller vraiment très loin. Parce que quand on a un bilan qui est chargé comme celui de la Banque du Japon, il y a 100% de PIB rien qu'avec les obligations souveraines. Et ce qu'avait dit Ueda, c'était que si remontait les taux de 1 point de pourcentage, ça faisait des moins-values de quasiment 10 points de PIB. Donc j'ai arrondi, mais donc ça ferait des moins-values qui seraient absolument énormes. Donc, de toute façon, la Banque du Japon n'ira pas beaucoup plus loin que ça, mais ce petit mouvement-là et le fait que peut-être qu'il touche au contrôle, à la politique de contrôle de la courbe des taux, c'est-à-dire qu'il relâche un petit peu, il laisse un peu le 10 ans, le taux 10 ans vivre un peu librement. Voilà, il vive un peu plus sa vie. Ça peut amener le yen à s'apprécier un peu plus que ce qu'on a vu. Parce que ce qui est intéressant, et pourquoi, j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Alexandre sur pourquoi le Nikkei a bien progressé. Ce qu'il faut voir, c'est que la dichotomie en 2022-2023 entre la Banque du Japon et toutes les autres banques centrales des pays développés, ça a fait baisser le taux de change réel effectif, le taux de change, ça a fait baisser de 15 à 20%, ce qui est un choc monstrueux, quoi. Et ça a vraiment aidé l'économie japonaise énormément. Et c'est en partie ce qui a fait progresser le marché action japonais ces 2 dernières années. Et plus d'IBP venant du Japon, pour le système global des marchés, c'est indolore, c'est bien balisé, tout le monde y est prêt. On m'a tellement expliqué qu'il y avait des positions de carry accumulées depuis je ne sais combien d'années sur le... Ça va pas changer radicalement les choses de carry. On parle de 10 points de base, c'est bien anticipé, c'est préannoncé. À un moment, on essaie de se faire peur avec l'idée que la Banque du Japon, en montant les taux, allait pouvoir faire... Mais je pense que ce qui peut être plus risqué pour la politique, en provenance de la politique de la Banque du Japon, c'est pas vraiment la sortie des taux négatifs, c'est beaucoup plus la sortie du contrôle de la courbe des taux. Parce que si on se retrouvait, faisant un peu de fiction, avec un taux 10 ans japonais qui allait à 1,50 dans 3 mois, là, ça pourrait peut-être changer un peu les dynamiques d'investissement des investisseurs institutionnels japonais. Là, ça pourrait commencer à changer les choses. Mais le mouvement de sortie des taux négatifs, non, ça ne change rien. Non, mais on nous expliquait que ça allait aussi permettre peut-être à des investisseurs japonais de pouvoir réinvestir sur du taux chez eux et peut-être moins d'exporter leur épargne pour acheter nos obligations européennes. On n'y est pas. La séquence n'est pas celle-là. Et puis, deuxièmement, il y a 2 éléments. Il y a l'élément qu'a mentionné Bastien, le fait que les pertes en capital pour la Banque centrale, mais aussi pour le secteur bancaire, seraient gigantesques si la Banque centrale japonaise aller beaucoup plus loin, donc il n'y a pas de marge de manœuvre pour aller beaucoup plus loin en termes de hausse de taux d'intérêt. Puis il y a un deuxième facteur plus conjoncturel, c'est que nous on s'attend à un repli de l'inflation en deçà de la cible de la Banque centrale japonaise au second semestre. Donc la fenêtre d'opportunité c'est maintenant pour revenir ne serait-ce que sortir de cette fameuse politique de taux négatif. Mais dans tous les cas, ils vont devoir maintenir une communication extraordinairement prudente compte tenu de leur cycle et compte tenu du fait qu'ils vont avoir un ralentissement de l'inflation selon toute vraisemblance dans la deuxième partie de l'année. Donc la prudence s'impose. Alors en effet, en termes de carry, ça ne change rien a priori sur les positions de carry. Toute chose égale par ailleurs, c'est vrai que ça peut donner un peu de boost au yen. Enfin, je veux dire, parce que le yen est très sous-évalué, je crois qu'on l'a dit. C'est gentil, donc, les yeux. C'est de 150 mais ça va pas changer. Mais ça va pas changer la donne. Ça va pas changer la donne parce qu'on parle de 10 points de base. Et ce qui compte, c'est ce qui vient après. Et on comprend qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre pour faire des chocs majeurs ou surprendre beaucoup les marchés. Donc ils vont déjà. Il peut y avoir un peu d'appréciation du yen. Donc ça légitime les positionnements sur la cote japonaise sans se couvrir sur le change. Parce que le risque est asymétrique à la hausse. Enfin, ça va pas être un game changer
sur la valorisation du yen, compte tenu du fait qu'ils ont peu de marge de manœuvre pour agir. Et le taux de change réel effectif du Japon est au plus bas depuis les années 70. D'accord. Pour dire à quel point quel point c'est pas cher. Donc mesurer, pondérer des échanges commerciaux par rapport aux grands partenaires commerciaux. Donc le Japon n'a jamais été aussi compétitif du point de vue devise en tout cas. Exactement. Ce qui explique d'ailleurs les exportations, soit dit en passant. Une grande partie de l'histoire japonaise récente, elle est liée aux exportations et pas à la demande domestique. Est-ce que la Chine, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut en dire un mot? Alors, il n'y a pas d'obligation à être investi en Chine, je le dis à chaque fois aujourd'hui. Non, mais je le rappelle, mais c'est quand même un marché qu'on aime bien regarder parce que ça peut être intéressant quand même à suivre. Je sais pas, un indice un peu large a dû reprendre une dizaine de pourcents, c'est ça, Alexandre? Oui, sur le marché chinois. Surtout, il y a trois secteurs qui sont rentrés en bull market. Je rappelle, bull market, c'est 20% de hausse. Il y a la tech. Chinoise? Oui. Il y a la tech chinoise qui a repris 20% depuis les plus bas. Il y a les renouvelables et les matériaux de base. D'accord. Donc voilà, là où la Chine se présente quand même comme un acteur... C'est assez cohérent avec le profil du modèle chinois, quoi. Donc ça, je pense que ça coïncide quand même avec un retour très prudent de certains investisseurs en dehors de Chine. Et donc c'est pour ça que je parlais de rotation. Surtout, il y a un discours de la PBOC qui nous dit que ça y est, globalement, le gouvernement chinois commence à réfléchir à relâcher un petit peu la réglementation sur les valeurs de tech. Donc enfin, on y arrive. C'est-à-dire qu'on a passé 1 an et demi ou 2 ans à penser que le gouvernement chinois avait vraiment la volonté d'être détesté par tous les investisseurs internationaux. Et là, quand même, ils en reviennent un petit peu. Donc, on est vraiment au tout début. Et effectivement, vous l'avez bien dit, on n'incite absolument pas à investir en Chine. Il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, ça peut être le début d'un démarrage de quelque chose. La grosse différence avec ce qu'on disait, je pense, il y a quelques années, la Chine, à mon sens, pour les problèmes structurels qu'elle a, notamment de démographie, ne peut plus être un investissement stratégique. C'est forcément un investissement tactique où vous avez un peu le nez dans le guidon. C'est du court terme. Donc voilà, c'est pour moi la différence majeure aujourd'hui sur ce marché. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Alexandre Taïeb, gérant chez Sycomore Asset Management, Didier Borowski, responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute, et Bastien Dreux, le responsable de la stratégie et de la recherche de CPR Asset Management.